L'épisode 7 de Jujutsu Kaisen commence direct entre rêve et réalité puisque l'on rejoint Setsuko, une amie de Itadori dans le tout premier épisode de la saison 1 de JJK, accompagnée du grand Manitou Kenjaku. Apparemment, il apparaît dans cet entre-deux mondes pour parler à toutes les personnes qui sont involontairement dans les zones de la traque mortelle. Des zones qui s'étendent entre 5 et 6 km. Même si pour moi, il leur parle à travers l'âme, comme Yuji et Sukuna. Mais si vous avez une autre explication, allez-y, faites-vous plaisir. Dans sa façon de parler, j'ai l'impression que le positionnement des zones n'est pas de son ressort. Sûrement une des conditions pour que son sort soit puissant et preuve que le système est entièrement autonome. Et c'est ainsi que Kenjaku, comme si c'était un dieu, guida tous les manants hors des zones de combat. Et au passage, il confirme bien être le parent de Yuji Itadori. Comment on doit l'appeler? Papa? Maman? En tout cas, j'aurais bien voulu voir comment est-ce que les gens normaux perçoivent le monde de l'exorcisme maintenant que ça a été révélé. De plus, le fait que les gens ont comparé Kenjaku à un moine, bon, il est habillé en moine, ça nous fait presque un parallèle avec Sanzo et Goku dans la pérénigration vers l'ouest, où Sanzo est une figure paternelle qui éduque le roi singe sur toute l'aventure. Et ce dernier protège le moine qui contrôle sa puissance à l'aide d'un diadème. Or, dans ce cas-là, c'est totalement inversé. Ce type en habit de moine est le réel parent de notre protagoniste et il ne semble pas se gêner à contrôler toutes les ficelles de sa vie. Et Yuji, lui, devra d'une manière ou d'une autre se débarrasser de son parent. La situation est expliquée à Akari et Kirara. Elle aurait pu être d'ailleurs réglée vite fait s'ils discutaient moins avec les points. J'avoue, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime encore plus, c'est le mélange entre sérieux et humour. Panda révèle que son père est mort. Évidemment, tout le monde le fixe parce que c'est leur pote. Et il semble avoir tourné la page un peu vite. Et cherche à rassurer Yuji qui pense qu'il l'a tué lors de Shibuya. Mais revenons sur Akari, qui est en train de négocier son aide. Il va bien sûr aider ses cadets. Mais dans ce contexte où l'occultisme est connu de tous maintenant, il compte bien tirer son épingle du jeu en revoyant le code de l'exorcisme et pour mettre en avant son fight club. De ce fait, ça deviendrait un peu comme le MMA avec l'UFC, où seuls des combattants exceptionnels participeront et qui génèrent par la même occasion beaucoup d'argent. Si ce n'est que ça son projet, pour Megumi, nouveau chef du clan Zenin, lui offrir son appui, c'est du gâteau. Lorsque Akari a entendu nouveau chef, il n'a pas hésité. Ah oui, Megumi est devenu son meilleur ami. Opportuniste un jour, opportuniste toujours. Malheureusement, ce sera difficile de profiter du poids d'un clan qui a été anéanti. Entre-temps, la scène de la 9e règle a été tournée autrement et les informations qu'elle nous permet d'avoir fixent les nouveaux objectifs. Étant donné qu'on connaît les noms, les positions et les points de chacun, Megumi a comme plan d'utiliser par la manière forte ou douce les 100 points de Kashimo et Igoroma pour ajouter au moins 2 règles qui les arrangeraient. La première, ce serait de permettre aux gens comme Tsumeki de pouvoir sortir. Et si on élargit le spectre, sortir d'une zone pour aller dans une autre zone. La deuxième règle qu'ils aimeraient ajouter, c'est le transfert de points. Cela permettrait déjà de faire varier le nombre de points, ce qui évite aux gens de mourir de la règle faisant que si le nombre de points ne change pas au bout de 19 jours, t'es dead. Ça peut aussi éviter les morts inutiles. Oui, j'utilise peu, car ceux qui ont pactisé avec Kenjaku ne sont pas là par hasard. Megumi et Yuji vont donc se charger de retrouver Igoroma, tandis qu'Akari, accompagné de Panda, devront s'occuper de Kashimo. Vu qu'il a tué au moins 40 personnes, le danger c'est lui. On entre enfin dans les zones de jeu, pas trop tôt. Sur cette dernière partie d'épisode, on va suivre Itadori et Megumi qui sont automatiquement séparés. J'avoue, pour le beau jeu, mieux vaut séparer les gens qui viennent en groupe. Ils sont largués dans les airs faisant d'eux des cibles faciles ou au moins repérables. Megumi, lui, il a son nuée, il peut se débrouiller. Quant à Yuji, il est directement attaqué par un avion de chasse et un hélicoptère. Heureusement, il est solide. Je pourrais passer des journées sur Yuji qui fait du parcours. Après s'être débarrassé de moyen de transport 1 et moyen de transport 2, leur sous-fifre, peut-être moyen de transport numéro 3, qui semble connaître Yuji, décide de le guider jusqu'à Igoroma. Au même moment, Megumi qui a défoncé une fille qu'il a attaquée, même droit, même droite, tu ne vas pas y échapper, et l'oblige à le guider jusqu'à Igoroma. Il le dit lui-même, il n'est pas comme Yuji. S'il y a un souci, tuer un être humain n'est pas un problème pour lui. Et tous deux se dirigent vers Igoroma, avec des destinations différentes. Il y a 3 variables et une seule bonne réponse. Alors, répondez bien. Réponse A. La fille dit vrai, Megumi va dans la bonne direction et Yuji tombe dans un piège. Après tout, il est assez crédule. Réponse B. C'est le garçon qui a raison, Yuji va dans la bonne direction et Megumi tombe dans un piège. Au moins, il se méfie. Et enfin, réponse C. Ils tombent tous les deux dans un piège. Comment vont-ils s'en sortir? On verra ça la semaine prochaine.